Donc, bienvenue à cet autre cours de D02. Aujourd'hui, on va regarder l'utilisation de fichiers externes pour être capable de gérer des données. Donc là, on commence plus à tomber dans le domaine futur, là, okay, qui est de la gestion de données. Donc, on va commencer avec la base de gestion de fichiers, puis on va pouvoir utiliser ça comme tremplin au fur et à mesure pour être capable d'aller regarder la gestion de données plus large, la gestion de données hétérogènes. Il y a plein de sous-éléments qui vont venir avec ça. Donc, ça va être notre premier sujet de la journée. On va voir aussi le principe d'exception, quand il y a des problèmes avec notre programme, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça. Ça va venir s'intégrer avec notre matière de fichiers. Puis après ça, on va avoir un autre chapitre sur les listes qui va être notre première structure de données pour être capable de sauvegarder un paquet de données ensemble. Ici, on va utiliser des fichiers externes. Donc, pour être capable d'utiliser des fichiers externes avec une plateforme infonuagique, donc ici, on va marquer chapitre 6 et 7. Donc, pour travailler avec une plateforme d'infonuagique comme Google Colab, on va pouvoir aller faire la gestion de fichiers à même l'interface. Donc, le principe, c'est que je vais être capable de travailler avec des fichiers qui vont être à l'extérieur de mon programme. Okay? Donc, ultimement, des fichiers de données. On pourrait parler de fichiers Excel, on pourrait parler de CSV, on va parler de JSON dans les types de fichiers. Donc, le principe, c'est qu'il va y avoir un paquet de types de fichiers, puis on va être capable d'aller les chercher directement. Donc, pour être capable de travailler avec ça, il va falloir aller travailler avec des fichiers qu'on va créer. Là, ici, le principe, c'est que ça roule sur une partie d'infonuagique, OK? Ça n'existe pas à l'extérieur. Donc, nous, pour être capable de gérer ça, il va falloir ouvrir l'interface de fichiers okay, de Google Colab. Donc, le principe, c'est qu'on a un petit onglet. Okay? Donc, quand on est dans l'environnement de Google Colab, on a ici à gauche des onglets. Puis, dans ces onglets-là, on a le Files, okay, tab. Puis, à l'intérieur de ça, on va pouvoir créer, déposer, uploader différents fichiers. Fait que si je veux en créer un, okay, je peux faire un clic droit, faire un New File, puis ça va me créer un nouveau fichier. Fait que, mettons ici, on va l'appeler hello.txt. Puis, quand j'ai un fichier directement, okay, si je double-clique dessus, on va voir que ça l'ouvre un nouvel onglet avec le fichier lui-même. Puis, si je veux, OK, donc, ceci est un fichier, c'est bien la programmation. Oui! Donc, on a un fichier avec du texte. Hein, on a ici un onglet, l'onglet avec une étoile qui indique que le fichier n'a pas encore été sauvegardé. Mais je peux ici sauvegarder le fichier, donc en allant dans le Save ou en faisant le CTRL-S ou en juste attendant quelques secondes, ça le sauvegarde automatiquement. Puis à partir de là, ben, si je vais aller rechercher le fichier, je peux aller le rechercher dans l'onglet Files pour qu'il soit disponible. Ici, faire attention, les fichiers dans les environnements de Google Colab sont éphémères. Ça veut dire que si tu laisses la machine se refermer, le fichier ne sera plus nécessairement là. Donc, si vous faites des vrais, là ici dans le cadre du cours, c'est pas trop problématique, mais si vous faites des vrais travaux là, avec des vrais sets de données, n'oubliez pas de retélécharger les fichiers que vous auriez utilisés, travaillés, modifiés. OK, fait que on a des fichiers qui sont disponibles. On est maintenant prête à regarder qu'est-ce qu'on va faire avec les fichiers. Donc, on a en général deux types de fichiers externes. Okay? Donc, il va y avoir des fichiers texte, comme moi je viens de démontrer, où c'est que le contenu va avoir directement juste des caractères textuels.
Puis au début, c'est majoritairement de ça qu'on va traiter. Puis il va y avoir des fichiers binaires. Les fichiers binaires, c'est des fichiers dont le contenu n'est pas visible à l'œil humain. Il faut avoir un programme spécialisé qui sait dans quel format ça a été écrit pour être capable de l'ouvrir. Donc, il existe beaucoup de fichiers binaires, okay, avec lesquels il faut utiliser un programme spécifique. Donc, admettons des images. Okay, si j'essaie d'ouvrir des images comme avec un notepad, il va y avoir un paquet de grabuge. Okay? Si j'essaie d'ouvrir un Excel avec notepad, ça va faire un paquet de grabuge. Donc, il faut des applications spécialisées qui savent comment les informations sont écrites à l'intérieur pour être capable de l'ouvrir correctement. Donc, nous, on va se concentrer sur les fichiers texte pour le moment qui ont du contenu avec juste des caractères à l'intérieur. On va voir comment on peut accéder à ces fichiers-là en lecture, en écriture, puis comment être capable d'aller soutirer l'information qui est à l'intérieur. Donc, il va aussi avoir différents types d'accès. Donc, il va y avoir un accès séquentiel. Donc, quand j'ouvre le fichier, quand j'essaie d'aller à l'intérieur, il va partir du début, puis je vais pouvoir aller lire de manière séquentielle les informations. Puis de manière directe, tu sais que je dis, ben, va-t'en à telle position dans le fichier. Donc là, faut que je sache d'avance un peu où je m'en vais, là. Okay? Ce qui va marcher bien avec les fichiers binaires. Nous, on va utiliser juste les deux premiers. Fait que les fichiers texte avec de l'accès séquentiel pour être capable de se simplifier la vie pour l'instant. On fait juste commencer à travailler avec les fichiers. Donc, oh oui, j'ai une question de Jama. Oui, monsieur, en fait, dans le fond, j'avais une question concernant le fichier binaire. Est-ce qu'on va le voir plus tard dans le cours ou on va juste se focaliser sur le fichier texte pour l'instant? On va voir les fichiers binaires, mais jamais directement, parce que ça demande quand même beaucoup de connaissances de comment les données sont sauvegardées, comment le binaire fonctionne, et ainsi de suite. On va l'utiliser par l'intermédiaire de librairies. Donc, le principe, c'est qu'on va être capable de traiter avec des fichiers Excel, on va être capable de traiter avec des images, mais ce n'est pas nous qui va faire la lecture en binaire. Ça va être une librairie qui va nous donner après ça une version OK, plus facile de travailler avec. OK, parfait. Mais on va Donc, passer à travers la librairie et tout ça là, après, là, c'est ça? exactement. Là, on fait juste voir comme la base de All right, gérer des fichiers, puis là, après ça, on va pouvoir voir comment utiliser des librairies pour faire ça plus facilement. parfait, merci. Pas de problème. Donc, ici, juste une petite mention, quand on parle de fichier, hein, souvent, on va avoir un nom de fichier, puis avec le nom de fichier, souvent, on a ce qu'on appelle une extension. Donc, après le nom de fichier, on a un point, puis après ça, 3, 2, 4 caractères, qui est l'extension du fichier. Le but de l'extension, c'est d'indiquer c'est quoi le type de données qu'il va avoir à l'intérieur. Okay? C'est pour ça que si je vois un point XLSX, je sais que c'est un document Excel. Puis si je vois un point JPEG, je sais que c'est une image JPEG. Puis si je vois un point TXT, je sais que c'est un fichier texte. Le principe, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre ça, c'est une convention. Donc, tu peux avoir un fichier .jpeg qu'à l'intérieur, il y a du texte. C'est juste que les applications ne seront pas capables de travailler avec facilement. Une des choses importantes qu'il va falloir gérer avec la gestion de fichiers, c'est que pour travailler avec les fichiers en programmation, on va avoir une variable, puis la variable va avoir ce qu'on appelle un objet fichier. Donc, la variable va représenter le fichier que je vais vouloir utiliser. Donc, cette variable-là va faire un lien vers comme le nom du fichier. Cette variable-là va être capable d'écrire dans le fichier. Cette variable-là va être capable de lire dans le fichier. Cette variable-là va être capable de savoir où je suis rendu dans le fichier, dans ma lecture ou dans mon écriture. Donc, on va travailler avec une variable qui va représenter le fichier la majorité du temps. Donc, c'est comme ça que nous, on va travailler avec des fichiers. Fait que le principe, c'est que nous, on va avoir une variable qui va faire référence à notre objet fichier, puis elle va faire référence à l'élément sur le disque. Nous, on aura juste besoin, en fait, d'indiquer une fois il est où ce fichier-là,
Puis après ça, ça va toujours être à travers le fichier objet qu'on va travailler. Fait que comment est-ce qu'on fait pour travailler avec le fichier objet? Comment est-ce qu'on fait pour en créer un? Ben, le principe, c'est qu'on va pouvoir utiliser une première fonction qui s'appelle open. Hein, open pour ouvrir. Donc, ça rouvre le fichier, ça me donne un accès à ce fichier-là. Puis, on va pouvoir ensuite prendre ce fichier objet-là et le sauvegarder dans une variable quelconque. OK? Donc, le principe, c'est que j'ai une variable. OK? Donc, je veux me créer une nouvelle variable. Il faut que j'utilise une affectation. Donc, le nom de la variable égale quelque chose à sa droite. Puis là, je vais utiliser la fonction open. Fait que la fonction open a besoin d'avoir 2 paramètres, okay? Ou en fait un minimum, 2 habituels. Fait que le premier paramètre, ça va être le nom du fichier que je vais vouloir ouvrir. Donc ici, si admettons je veux ouvrir mon hello.txt, je peux avoir le open avec le nom du fichier. Donc le principe ici, c'est que le nom du fichier, si l'environnement est déjà seté, ça va être dans le dossier courant que je suis en train de travailler. Mais sinon, je pourrais aussi avoir ce qu'on appelle un chemin absolu, où c'est que tu auras, mettons, le C:// ou, dépendamment de l'environnement, comment ça fonctionne. On va voir plus cette partie-là, en fait, dans la deuxième partie du cours de programmation de script système. Pour l'instant, on va faire en sorte que les différents fichiers vont être juste dans le dossier courant. On va être capable de l'ouvrir directement. Il y a un deuxième paramètre à la fonction open qui va être le mode d'ouverture. Donc, le mode d'ouverture, ça va être comment est-ce que je veux interfacer le fichier. On va avoir 2 choix généraux avec 3 choix spécifiques. Donc, les 2 choix généraux, ça va être soit que je veux ouvrir le fichier en mode de lecture ou que je vais ouvrir en mode d'écriture. Donc, dans ce cas-ci, le fichier existe déjà. Je vais vouloir l'ouvrir en mode de lecture. OK? Donc, à partir de là, ça me crée mon fichier. Si je voudrais ouvrir un deuxième fichier en mode d'écriture, je pourrais avoir un autre fichier où c'est que je fais open, puis là, je fais un écrire.txt, puis je le mets en mode d'écriture. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand j'essaye d'ouvrir un fichier en mode d'écriture, puis que ce fichier-là n'existe pas, donc j'exécute l'élément, le fichier va être créé. Hein, donc, je veux écrire quelque chose, il n'existe pas, pas de problème, je l'écris. Fait que là, ici, j'ai 2 fichiers d'ouvert, un en mode de lecture, un en mode d'écriture. Autre chose, quand j'ouvre en mode d'écriture, j'ai 2 choix dans le mode d'écriture. OK? Donc, je vais avoir W. Donc, si je regarde ici dans la liste, là, ça le dit en fait. Là. Donc, le W, ça va être pour le mode write, donc ouverture en écriture. Puis, la problématique où on fait la chose spéciale à faire attention avec W, c'est que ça va détruire le contenu déjà présent. Donc, s'il y avait déjà du stock dans le fichier, ça va être automatiquement effacé. Donc, faire attention ici, là, parce qu'on est en programmation, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de validation. Fait que si tu pointes ça sur un fichier qui a du contenu important, c'est tout perdu, il n'y a pas de manière de faire CTRL-Z. Donc, avec W, on est capable d'avoir un fichier vide qui est prêt à recevoir des nouvelles informations. Si je veux avoir une version moins destructrice, mais quand même en écriture, je peux utiliser le mode A. Donc, le mode A, c'est ouverture en écriture, mais ça rajoute, OK? A, c'est pour append ou ajouter en français. Ça va ajouter à la fin du fichier déjà existant. Donc, ça me permet d'écrire dans un fichier sans détruire son contenu présent. Fait que, on a open, le nom du fichier, le mode, 3 modes possibles, R pour lecture, W pour écriture avec perte d'information, A pour écriture sans perte d'information déjà présente. Fait que là, ici, j'ai des variables qui vont être mes variables d'objet fichier. Puis c'est avec ces variables-là que je vais pouvoir travailler pour être capable d'aller
lire ou écrire dans le fichier. Fait que ici, ça, c'est toutes des choses que j'ai spécifiées. OK? Donc, pour être capable de travailler avec les fichiers objets, il va falloir que j'utilise des méthodes. Donc, le principe de méthode, c'est des fonctions spéciales qui vont être capables d'être invoquées directement sur une variable qu'on dit une variable objet. Donc, ici, on va voir que c'est un thème qui revient. Je pense qu'on l'avait vu un petit peu déjà la semaine passée. Donc, les méthodes, c'est une fonction, mais qui est reliée à une variable objet. Dans ces cas-ci, on a des variables d'objet fichiers. Donc, on va être capable d'invoquer, d'appeler les méthodes des objets fichiers. Donc, ici, si on descend le code, on va venir ici. Donc, je vais pouvoir utiliser l'objet que j'ai ouvert en écriture, puis je vais pouvoir utiliser une méthode d'écriture. Donc, la méthode d'écriture, c'est write, qui me permet d'écrire une chaîne de caractères. Donc, si j'exécute ça, je peux voir que ça l'a exécuté. Puis là, ici, si je regarde le fichier ici, avant de faire ça, j'ai ici quelqu'un qui rentre. Non. Que quand on écrit des choses, le principe, c'est que souvent, ça va être dans des buffers ou des éléments externes. Donc, une fois qu'on a écrit quelque chose, il va falloir faire attention. Il va falloir, une fois qu'on a terminé de travailler avec le fichier, il va falloir refermer l'utilisation du fichier. Donc, dans ce cas-ci, le principe, c'est qu'on va utiliser une deuxième méthode qui va être la méthode close. La méthode close. Fait qu'ici, c'est un peu l'utilisation standard d'un fichier. Ça va être de l'ouvrir avec open, ce qui nous donne l'objet fichier. On va ensuite utiliser les méthodes qui vont venir avec. Puis, une fois que j'ai terminé, j'ai la méthode close qui me permet de relâcher le fichier. Fait que là, si on regarde écrire.txt, et qu'on étend ça un petit peu, j'ai le fichier qui a le contenu que j'ai écrit. Ici, il faut faire attention. Donc, si, admettons, j'ouvre le fichier, mais cette fois-ci en ajout, je vais aller écrire quelque chose dedans. Je vais tout faire ça d'un coup. Ça l'ouvre, ça l'écrit, ça le referme. Puis là, si je regarde dans son contenu, je vais pouvoir voir qu'il l'a bien fait, mais là, il faut faire attention parce que par défaut, on est habitué à print qui fait des sauts de ligne automatiques. Le write, lui, ne fait pas de sauts de ligne automatique. Donc, si je veux avoir des sauts de ligne, ça va être à moi de les ajouter avec des \n, qu'on avait vu qui permettaient d'insérer des sauts de ligne. Fait que si je refais la même chose, je vais écrire second test. Je réexécute ça. Puis si je regarde le contenu, je peux voir que le second test, il y a eu un saut de ligne, le texte, un autre saut de ligne. Je peux voir qu'il y a un saut de ligne aussi qu'il y a du contenu de texte vide ici. Donc, on est capable d'écrire des chaînes de caractères à l'intérieur de fichiers.
Parfait. On est capable de lire dans des fichiers aussi avec la fonction read. Donc là, on a vu comment écrire dans un fichier. On va aller... Pas du texte que je voulais, c'est du code. On va aller regarder comment utiliser la fonction read d'un objet fichier qu'on a ouvert en lecture. Donc, j'avais ouvert mon fichier hello en lecture. Donc, je vais pouvoir utiliser la méthode read pour aller lire son contenu. Donc, je vais dire contenu égale. Donc, pour invoquer les méthodes, hein, on a le nom de l'objet, un point, suivi du nom de la méthode. Là, c'est une fonction. Si on a besoin d'avoir des paramètres, on peut avoir des paramètres à l'intérieur. Ici, on va afficher le contenu. Fait que read est assez simple. On va juste aller chercher tout le texte qu'on va mettre dans une chaîne de caractères, puis ça va être directement ça qu'on peut aller travailler avec. Bon, c'est un peu... Ça arrive peu souvent qu'on a besoin de ça. Habituellement, on va lire les choses de manière plus séquentielle, habituellement ligne par ligne. Donc, si on recommence ça, là, la première chose, c'est un élément important, c'est que quand on est en train de lire dans un fichier, si, là ici, je refais l'exécution, puis ça ne me donne rien. Donc, le principe, c'est que quand j'ai ouvert mon fichier hello.txt, lui, il y a eu un curseur qui était positionné quelque part. Puis quand j'ai fait read, lui, il a été tout lire, puis le curseur s'est positionné après l'emplacement de lecture. Donc, on a ici le curseur qui est rendu là. Puis si je refais read, ben, il n'y a plus rien à lire. Il essaye de lire, mais il n'y a plus rien. Fait qu'il me retourne un contenu vide. Donc, quand on travaille avec des objets fichiers, qu'on a un objet en lecture, puis qu'on lit les choses, il va falloir comprendre que la séquence de lecture fait en sorte qu'on avance dans le fichier. On peut revenir en arrière avec une méthode qui s'appelle, si je me souviens bien, ça s'appelle seek. Ici, ouais, pour se repositionner. Donc, ici, je pourrais refermer le fichier, le réouvrir. Mais moi, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire retourne à la position 0. Tout simplement, pour faire en sorte que quand je vais à la position 0, quand je le relis, il est capable de relire le contenu courant. Donc, j'ai cette première version-là avec la méthode read. On va regarder d'autres manières avec la méthode readLine. Donc, la méthode readLine porte bien son nom parce que quand j'exécute, ça lit une ligne de texte. Fait que si je la réexécute, on n'oublie pas qu'on a le principe du curseur qui est actif. Donc, j'ai lu la première ligne. Le curseur est maintenant au début de la deuxième ligne. Donc, si je le réexécute, il va lire la deuxième ligne. Si je le réexécute, il va lire la troisième ligne. Si je le réexécute, il lit la quatrième. Si je le réexécute, il est pogné à la fin, où c'est qu'il n'y a plus de nouvelles informations. Fait qu'il m'affiche rien pantoute. Donc, readLine est capable de lire une ligne à la fois. On est capable de faire de la concaténation par rapport à notre write. Donc, on avait vu que quand on veut écrire, on pourrait avoir des variables. Donc, on pourrait avoir ici une variable où le contenu serait écrit à l'intérieur.
Donc ici, si on fait ça, on a var est égal à, mettons, 34. Donc, une chose qu'il faut faire attention, c'est que quand on essaye de faire de la concaténation, si on essaye de travailler avec des éléments qui ne sont pas de même type, il ne sera pas content. Il faut les convertir pour que tout soit de même type. On avait vu qu'on avait des fonctions de conversion, qu'on utilisait avec input, avec soit le int, soit le float. Mais là, c'est le même principe. Là, on veut que ça devienne une chaîne de caractères qui était le type str. Donc, on est capable d'avoir le var qui devient une chaîne de caractères. Puis, quand j'exécute ça, ça fonctionne. Si je regarde dans mon fichier d'écrire, je peux voir ici que j'ai le résultat de mon écriture avec le code qui affiche l'élément. On va aussi avoir souvent une problématique là, où quand je fais mon readline, puis que je regarde le contenu, ici, avec le fichier, il va y avoir un petit saut de ligne qui va être fatigant. Avant de continuer avec ça, je vais prendre une question de Bertin. Voilà, bonjour. Moi, j'aimerais savoir comment tu as fait pour créer le fichier, par exemple, écrit, TXT à partir de Colab. Donc, ici, premièrement, quand on ouvre un fichier en écriture, il va automatiquement être créé. Donc, il va être disponible dans l'onglet Fichier, qui est l'onglet ici à gauche avec le petit dossier. Okay. Si on veut, on peut aussi en créer manuellement. Donc, si tu fais un clic droit à l'intérieur, on a le New File qui va être disponible pour créer des nouveaux fichiers. Puis là, tu peux en créer de toutes pièces avec le contenu que tu veux. Ah, d'accord, merci. Tu peux aussi en téléverser, les uploader. Donc, si tu as déjà un fichier avec le contenu, tu peux ici le téléverser, puis ça te donne un petit pop-up là où c'est que tu peux choisir le fichier que tu veux envoyer. OK, d'accord, merci. Donc ici, on a le principe de j'ai une chaîne de caractères, mais au bout de cette chaîne de caractères-là, -là, c'est pas nécessairement évident, là, mais il y a un saut de ligne. En fait, si on fait OK, comme ça, on va pouvoir voir que le OK, il est supposé être sur un espace, mais il n'est même pas sa même ligne. Donc, quand on va vouloir couper ce saut de ligne-là qui est de trop, là, on va pouvoir utiliser la méthode airstrip. Donc, ici, on va voir un peu la semaine prochaine avec les chaînes de caractères, comment ça fonctionne, là, mais on peut le prendre juste pour acquis pour l'instant. Je peux lui dire enlève de la droite, donc R pour right, strip pour enlever, enlève le backslash n qui est à droite. Puis là, ce que ça me permet de faire, c'est ici, attends, je vais ça. Ici, quelque chose. Je ne suis pas capable d'écrire airstrip. All right. Donc, on peut voir le principe ici que c'est bien la programmation, on a l'espace, on a le quai. All right. Donc, on a ce principe-là de gestion de fichiers, mais on va voir, non, ça j'en ai déjà parlé, ça aussi, que d'utiliser le readline, c'est un peu, on ne sait pas nécessairement quand est-ce que le fichier va terminer, on veut sûrement automatiser les choses, fait qu'on va voir qu'on peut utiliser les boucles pour être capable de traiter nos fichiers correctement. Donc, on va pouvoir utiliser les book while ou les book for. Donc, il y a différentes versions de la chose, mais la version la plus, une des versions les plus efficaces, ça va être le principe d'avoir une book for.
avec notre fichier objet. Fait que dans notre for, on va avoir une ligne, puis dans le in, à la place d'avoir un range ou à la place d'avoir une liste qu'on va voir tantôt, on va pouvoir directement mettre un fichier objet. Puis là, le for, il est assez intelligent pour voir que c'est un fichier, puis qu'on a besoin d'aller chercher une information qui est une ligne, donc une itération par ligne. Fait que si je fais juste un print line là-dedans, puis juste pour bien s'assurer, on va rewinder le fichier à la fin, comme ça on va pouvoir le réutiliser et voir qu'est-ce qui se passe. Fait que je peux voir ici que j'ai le print line qui affiche le résultat. Je vois que j'ai un saut de ligne de plus là, parce que j'en ai deux, parce que le line a son propre saut de ligne. Fait qu'encore une fois, je peux utiliser le strip en enlevant le \n. Puis là, je peux voir que j'ai le print. Ici, on va dire ligne. Hein, pour bien voir que ce print-là se fait 3 fois. Il va se faire en fait autant de fois qu'il y a de lignes de texte à l'intérieur du fichier. Donc, on a cette prémisse-là de boucle for qui me permet de travailler avec le fichier. Donc, souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les informations dans le fichier texte, ils vont être structurées d'une certaine manière. OK? Fait que tu pourrais avoir ici, mettons, 2 valeurs, une à la suite de l'autre. OK? Avec, mettons, genre la journée du mois, puis la température qu'il a faite. En Fahrenheit, mettons. Fait que la température, OK? Puis là, le principe, c'est qu'on va être capable d'aller chercher ligne par ligne. Puis on va être capable d'aller traiter les informations dans chacune de ces lignes-là. Donc, le principe ici, ce format-là, il est très, très, très standardisé. OK? Puis on dit que quand c'est de cette manière-là, où c'est qu'on a une ligne pour chaque paquet d'informations, on va parler d'enregistrement. Donc, chaque ligne, c'est un enregistrement d'informations. Puis après ça, on va avoir plusieurs comme colonnes qu'on va appeler des champs. Donc, une donnée de l'enregistrement, ça va être un champ. Fait qu'on va voir que ce format-là, il y a des manières plus structurées de le faire, comme les fichiers CSV, ou Excel est capable de représenter aussi des documents de données sous cette forme-là. Puis on va voir que quand c'est dans ces formes-là, on va être capable d'avoir des librairies plus adaptées là, pour être capable de gérer ça de manière plus conviviale. Donc, le principe, c'est qu'on va être toujours capable, puis là, ça va venir aussi chercher des connaissances de base de données. Là. Donc, quand on veut aller chercher des informations dans une base de données quelconque, que ce soit un fichier ou une base de données complexe, ben, il va toujours falloir être capable d'ajouter, d'afficher, de rechercher, de modifier et de supprimer les différents éléments. Fait que ça ici, c'était notre première partie principale sur les fichiers. On va parler un petit peu... Est-ce que tu peux laisser le code un moment? Je vais juste voir ça. Je suis en train de le reproduire. Oui, ben au pire, ce fichier-là, je peux vous le donner avant de partir ce soir. Donc, je vais le mettre dans Zoom une fois que je vais avoir fini avec le chapitre 7 aussi. Donc, on a le principe d'exception. Donc, le principe d'exception, c'est quand on a une erreur quelconque. OK? Donc, j'ai écrit quelque chose. Il y a ici une erreur qui est générée. Donc, une erreur qu'on dit, la syntaxe, on dit qu'on soulève l'erreur. Puis, on peut voir ici le résultat de l'erreur pour être capable de traiter de cette erreur-là. Donc, quand on a une erreur, habituellement, ça va nous dire d'où vient l'erreur, à quelle ligne, puis c'est quoi le nom de l'erreur. On est capable de retracer le chemin de l'erreur. Si l'erreur a été faite dans une de nos fonctions, on va voir aussi ce qu'on appelle la pile d'adressage. Donc, de quelle fonction ça a été fait, est-ce que ça a été appelé par telle autre fonction avant ou telle autre fonction avant. Comme ça, tu peux voir les étapes pour se rendre jusqu'à la problématique. On va voir qu'il y a des manières de gérer les erreurs. Donc ça ici, c'est un petit peu plus un concept avancé. Là, on va y aller rapidement pour arriver à quelque chose de tangible pour nous. Là.
Donc, on va voir qu'on peut faire de la gestion d'erreurs. Ce n'est pas des choses que moi, je vais vous demander, là. Mais le principe, c'est que tu peux avoir du code spécial qui dit s'il y a cette erreur-là, on va être capable de le gérer d'une manière spécifique. Okay? Donc, on va être capable d'avoir ce qu'on appelle un try-catch ou un try-except en Python qui permet de faire de la gestion d'erreurs. Nous, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'il existe un autre syntaxe qui va nous permettre de faire de la gestion d'erreurs automatisée avec les fichiers. Donc ici, il y a un petit paquet de choses sur les erreurs et les exceptions. Ce n'est pas des choses que nous, on va regarder tant que ça, là. Donc, nous, on va travailler avec une version. Donc, si tu vas, mettons, chercher sur Internet là, comment ouvrir un fichier en Python, il va y avoir une syntaxe qui va avoir la gestion d'erreurs gérée automatiquement. Parce que là, ici, le principe, c'est qu'il faut faire le open. Une fois qu'on a fait le open, on fait nos différentes commandes. Une fois qu'on a fait nos différentes commandes, on peut faire le close. Le principe ici, c'est qu'on est capable d'intégrer ces trois étapes-là avec une seule structure en Python, avec le with. OK? Donc, le with, si on le regarde, ici pour voir la transformation possible que nous, on va avoir. Donc, voici, nous, qu'est-ce qu'on a fait. OK? Donc, on a le file, on a le open, hein, on a le file path, on a le mode d'ouverture, on a les différentes méthodes qu'on utilise. Puis, une fois qu'on a terminé avec les méthodes, on disait de faire le close. Puis, la problématique ici, c'est que s'il y a une erreur, hein, on veut faire des choses spécifiques, OK? Puis si ça ne rouvre pas, ben, on veut comme le savoir, puis être capable de refermer quand même le fichier. Ben, on peut tout faire ça avec cette syntaxe-là ici. Donc, la syntaxe qu'on va utiliser pour faire l'ouverture de fichier, ça va être le with. On va dire not open. Fait qu'ici, je vais faire, je l'ai appelé data.txt. On va l'ouvrir en lecture. Donc, le principe, c'est que j'ai mon open, puis je lui donne un nom de variable. Lui, il va automatiquement valider que l'ouverture se fait correctement, puis il va automatiquement aussi refermer le fichier une fois que je vais avoir terminé avec. Puis là, après ça, ici, je peux avoir mon line in data file. Puis là, je peux faire mon print line. Puis là, je peux voir ici, OK, j'ai les différents résultats que j'avais écrits à l'intérieur de mon fichier de données. Là, on ne sait pas encore comment trop gérer, OK, les données à l'intérieur pour être capable de sortir l'information, pour être capable de la traiter. C'est quelque chose qu'on va voir la semaine prochaine. Pour l'instant, on est capable de juste lire des fichiers. On est capable de les lire par chacune de ces lignes individuelles. Puis, on est capable de traiter ça de manière individuelle. On est aussi capable d'ouvrir des fichiers en écriture. On est capable d'écrire dans ces fichiers-là. Puis, on est capable de les refermer par la suite avec la nomenclature du with open as. Fait que ça fait le tour de notre premier chapitre aujourd'hui. Donc, on va prendre une première petite pause. Puis après ça, on va revenir pour regarder le chapitre 7 avec les listes qui va être notre première structure de données. J'ai une question. Oh, oui, pardon, je n'ai pas vu. Bon, ça juste que ça sur revenu sur ce que j'avais comme question avant. Les autres peuvent aller en pause, juste ton écran un tout petit peu en haut. Je voulais voir quelque chose que je ne voyais pas depuis. Tu es trop. Oui, c'est parfait. Ctrl, Shift, 4. Ah, faire un capture d'écran. Parfait. Fait bon. On se prend un petit. Pas de problème. On se prend un petit 10 minutes de pause. On revient à 19h pour notre chapitre 7. Et nous voilà de retour
pour regarder le chapitre 7 sur les listes et par la bande des tuples, qui va être notre première structure de données. Donc, les structures de données existent pour être capable de regrouper un amalgame de données ensemble. Donc, on va aller introduire le principe de séquence. On va aller voir comment est-ce que les listes viennent à devenir une séquence. On va voir comment travailler avec les listes. On va voir comment les découper, comment est-ce qu'on peut faire des recherches d'opérations. Puis, on va aussi voir différentes méthodes qui sont disponibles avec les listes. On va aussi voir des éléments qui dépassent les listes. Donc, le principe de copie d'éléments. Donc, on va voir le principe d'objet, les copies par valeur. Il y a des choses spéciales qui se passent avec les listes. On va voir des listes bidimensionnelles, donc à 2 dimensions, qui vont nous permettre de bien représenter des données. On va voir que plus tard, on va utiliser ça beaucoup. Puis, on va travailler avec les tuples aussi. En fait, ce dernier-là, sur le traçage de données, il n'est pas ici. On va faire ça un petit peu plus tard dans la session. Alright. Fait que, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on voulait sauvegarder une information, il fallait se créer une variable pour contenir cette information-là. Ben, si on a plusieurs informations à sauvegarder, ben, en ce moment, notre seul mécanisme, ça serait d'avoir plusieurs variables. Ben, la problématique vient quand j'ai des centaines, voire des milliers d'informations à sauvegarder. Je ne peux pas commencer à faire des centaines ou des milliers de variables pour être capable de contenir toutes ces différentes informations-là. Donc, le principe d'une séquence, ça va être d'être capable d'avoir un seul élément, un seul objet qui va contenir plusieurs données à l'intérieur. Donc, dans une séquence, la séquence qu'on va utiliser, nous autres, ça va être les listes, puis les données vont être ordonnées. Ça veut dire que l'ordre des informations va être important. Donc, aujourd'hui, on va voir 2 types de séquences, les listes et les tuples. Puis, la différence fondamentale, donc la majorité des choses sont pareilles pour les deux. La différence fondamentale, ça va être que les listes vont être mutables, ça veut dire qu'on va pouvoir les modifier, tandis que les tuples vont être immuables, donc on ne pourra pas les modifier. On va revenir aux tuples vers la fin d'aujourd'hui. On va commencer avec le principe de liste. Donc, une liste, ça va être un objet, donc à l'intérieur d'une seule variable, on va avoir plusieurs éléments qui vont nous permettre d'être utilisés dans notre programme. Fait que la première chose qu'on va vouloir faire, ça va être de créer des listes. Donc, pour créer des listes, ben, il va falloir créer une nouvelle variable. Donc, j'ai une nouvelle variable, on va l'appeler ma liste. Puis, pour être capable de créer des listes, puis en fait, la syntaxe qui va nous dire « Hey, là, on est en train de travailler avec des listes », ça va être les crochets carrés. Donc, les crochets carrés, ça va être ça qui va être utilisé dans différents endroits pour indiquer « Hey, là, je suis en train de travailler avec une liste ». Fait que le principe, c'est qu'on va avoir à l'intérieur une liste avec une panoplie d'éléments. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le print est capable de savoir que c'est une liste. Donc, c'est un type qui est reconnu, puis il est capable de l'afficher directement. Donc, on peut voir ici, j'ai une liste de différents éléments. Qu'est-ce qui est intéressant, particulièrement si vous venez de d'autres langages de programmation, c'est que la liste peut avoir des types hétérogènes. Ça veut dire que j'ai un int, j'ai un str, j'ai un boolean, j'ai un autre int. C'est pas grave. On a la fonction print qui est capable de tout afficher ça. On va être aussi capable de convertir des affaires qui ne sont pas des listes en listes avec la fonction de conversion list, de la même manière qu'on avait la fonction de conversion int, float, str. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas une liste, mais qui pourrait l'être, je peux la convertir avec la fonction de conversion list. Fait que le principe, c'est, j'ai une liste d'éléments, les éléments sont ordonnés, donc je peux avoir différentes variations de qu'est-ce que c'est de création de liste, puis je peux avoir des éléments qui sont homogènes, ce n'est pas un problème. Là, ici, qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être d'opérer sur la liste.
Donc, pour être capable de travailler sur la liste, on va être capable d'utiliser différents opérateurs. On va être capable d'utiliser la boucle for pour itérer dans une liste. Donc, premièrement, je suis capable de faire l'opération de multiplication sur une liste qui va répéter tous les éléments. OK? Fait que ici, je peux avoir une double liste qui serait ma liste fois 2. Et si je fais ça, je peux voir que ça a juste pris tous les éléments, puis ça les a répétés. OK? Fait que ça, je préfère x3, x4, x5. OK? Ça fonctionne. Autre chose que je peux faire, c'est je peux utiliser la boucle for pour être capable d'avoir une itération par élément. Donc, je peux utiliser la boucle for. Donc, j'ai une variable quelconque. OK? Ici, je l'appelais E pour élément. Puis, après le in, comme j'ai mis l'objet tantôt de fichier, puis ça me permettait de automatiquement aller chercher chacune des lignes du fichier, bien là, quand je mets une liste, lui, il va automatiquement aller chercher chacun des éléments de la liste pour que je puisse venir travailler avec. OK? Donc, on est capable de faire des modifications à la liste, on est capable de parcourir la liste. Mais le plus intéressant, ça va être d'aller chercher des éléments spécifiques de la liste. Donc, on a dit que les éléments, ils sont ordonnés. Donc, ils ont en fait un ordre. Puis, pour encore mieux être capable de les retrouver, on va être capable de les numéroter. Donc, le principe ici, c'est que dans une liste, on a différentes cases, puis chacune des cases sont numérotées pour être capable d'aller les retrouver. Fait que si je veux aller dans ma liste, puis que j'aimerais ça aller à une case quelconque, je peux utiliser ce qu'on appelle l'indexation. Donc, l'indexation, c'est j'utilise le nom de la liste, j'utilise des crochets carrés, puis à l'intérieur des crochets carrés, je vais pouvoir indiquer le numéro de la case que je veux aller chercher. Donc, ici, on va enlever les autres prints pour l'instant. On va les mettre en commentaire si vous allez les vouloir tantôt peut-être. Fait que ici, je m'en vais chercher la case 2, puis ça m'affiche le true. Là, par contre, il faut faire attention, parce que si on regarde ici, le true, c'est pas la deuxième, c'est la troisième. Pourquoi? Parce que quand on travaille en informatique en général, puis qu'on travaille avec des espaces mémoire, pour des raisons très techniques là, que je n'irai pas dans les détails, on commence à compter à 0. Donc, le principe ici, c'est que le 83, c'est la case 0. Fait que si je voulais aller chercher cette valeur-là, je pourrais aller chercher dans ma liste, à l'index 0, l'information, puis ça me donnerait le 83. Donc, ça va jusqu'à la case 3, fait que ça va être 0, case 1, case 2, case 3. Donc, la case 3, c'est la dernière. Si j'essaie d'aller chercher une case qui est à l'extérieur, il ne sera pas capable, OK? Puis il va me dire que l'index de la liste est hors borne. Il n'est pas capable d'aller la trouver. On est aussi capable d'utiliser des valeurs négatives pour partir de la fin. OK? Donc, si je fais -1, ça va venir me chercher le dernier élément. Si je fais -2, ça va venir me chercher l'avant-dernier élément. OK? Donc, on est aussi capable de partir de la fin avec des valeurs négatives. Donc, on a le index error si ça ne marche pas. On peut aussi utiliser une nouvelle fonction qui est la fonction len qui va me permettre de trouver la taille de la liste. Donc, ici, on a print, puis on va faire le length de ma liste. Donc, la fonction len va prendre comme paramètre une structure de données, quelque chose qui a une taille,
puis il va me retourner le nombre d'éléments. Donc ici, on a le len, on a ma liste, OK, puis ça nous donne le 4. Donc on a ici le bon résultat, OK, de la taille. Puis qu'est-ce qui va être intéressant? C'est qu'on va pouvoir utiliser ça, OK, à l'intérieur d'une structure de contrôle itérative, donc d'une boucle. Fait qu'on a vu qu'on peut utiliser le in directement la liste, mais quand nous autres, on utilisait les listes, on utilisait ça avec un range, hein, qui allait de 0 à quelque chose. Fait qu'en fait, ici, je peux utiliser le range de la liste, puis à l'intérieur, je vais pouvoir utiliser, attends, on va l'écrire au complet comme ça. On va utiliser le compteur. Hein, le compteur, il va de 0 à 3. Fait que le principe, c'est que je peux utiliser la fonction range. Puis au range, il faut que j'y donne donc 4, hein, parce qu'on se souvient que range, ça partait à 0, la valeur était exclue. Fait qu'en fait, le len fonctionne directement dedans. Okay? Donc le len de ma liste va me donner 4. Fait que range de 4 va me donner de 0 à 3. Puis, on peut utiliser ça directement ici. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est de voir que l'indice que j'ai utilisé, hein, j'ai utilisé une variable ici. Puis en fait, ça va être une expression. Fait que je peux mettre n'importe quoi qui va me donner une valeur à la fin. Je pourrais avoir une fonction qui serait appelée ici. Je pourrais avoir des opérations arithmétiques. Tant que ça me donne une valeur à la fin, j'ai toutes les itérations pour travailler avec la valeur. On est capable aussi de modifier le contenu de la liste. Donc, si je veux modifier le contenu de la liste, je peux utiliser la liste avec un index. Puis, quand j'utilise cet élément-là, du côté de gauche de l'assignation, ça va venir changer la valeur à l'intérieur de cette case-là. Donc, initialement, la case 0, c'est 83. Fait qu'au début, c'est 83. Le premier print, c'est 83. Je change la valeur, je réaffiche la liste et ça me donne maintenant 100. OK? Donc, ça, c'est pour changer une valeur déjà existante. Donc, je suis capable de créer une liste de départ. Je suis capable de l'afficher. Je suis capable de la parcourir de différentes manières. Et je suis capable de modifier le contenu des éléments de la liste. Prochaine chose qu'il va falloir être capable de faire, ça va être de concaténer des listes. Donc, d'être capable de prendre plusieurs listes et de les agencer ensemble. Ici, on pourrait avoir ici une liste 2. Puis, quand on a plusieurs listes, on peut les concaténer ensemble avec le plus. On avait vu l'opérateur de concaténation, le plus de concaténation avec les strings. Ça prenait la partie de gauche, ça prenait la partie de droite, ça collait les deux ensemble. OK? Puis ça, c'était de la concaténation. Fait que c'est le même principe avec les listes. Ça va me prendre la liste de gauche, ça va me prendre la liste de droite, puis ça les colle ensemble pour devenir une nouvelle mégaliste. Donc là, ici, je l'ai juste affiché. J'aurais pu la sauvegarder dans une nouvelle variable. Donc, on est capable de concaténer des listes. On va être aussi capable d'aller sélectionner une sous-liste, ou ce qu'on appelle le découpage d'une liste. Donc, on va se la mettre dans une liste 3 ici. Là. Comme ça va être intéressant d'aller chercher le contenu de ça. Ça me donne la même information. Fait que je peux faire du découpage de liste. On va dire découpage, comme ça va couper notre
print. On va voir où c'est qu'on s'en va avec ça. Donc, pour le découpage, je prends ma liste, puis à l'intérieur de l'indexation, à l'intérieur des crochets carrés, je vais pouvoir avoir deux valeurs à la place de juste une. Ces deux valeurs-là vont m'indiquer la case de départ puis la case de fin que je veux afficher. Un peu comme le range, il faut faire attention parce que le end ne sera pas compté dans la liste. Fait qu'ici, mettons, je vais de 2 à 5. 6. 2 à 6. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a été. Fait qu'ici, ça, c'est notre liste 3. Puis moi, j'ai été, va de 2 à 6. Fait que 2, hein, la case 2, il ne faut pas oublier qu'on commence à 0. Donc 0, 1, 2. On commence à celle-là. On peut voir ici que, effectivement, c'est cette première-là qui a été affichée. Donc ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. Puis ça, c'est 6. Puis on peut voir que le 4, il n'est pas là. Hein? Donc le 6 ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le end, il n'est pas inclus. Okay? La fin n'est pas inclus. Fait qu'on est capable d'avoir une bande de départ, une bande de fin qui est exclue. Hein? Donc, on peut, quand j'utilise le 2 points, avoir juste une partie du 2 points. Fait que je pourrais dire 2 points, 3. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si j'ai une des parties qui n'est pas là, ça va aller jusque soit au début, soit jusqu'à la fin. Okay? Dépendamment de quelle barre tu n'as pas mis. Fait que si ici, je n'ai pas mis le début, ben, ça va partir du début, puis ça va aller jusqu'à 3. Hein, pour aller jusqu'à 3, ça va donc faire 0, 1, 2, hein, parce que le 3, il est exclu. Puis je peux aussi y aller de l'autre bord, où c'est que je mettrais quelque chose 2 points, puis ça irait automatiquement jusqu'à la fin. On peut aussi mettre les mêmes indices négatifs qu'on a mis okay, à l'intérieur de ce dernier élément-là. Ça marche aussi. On est capable de faire des recherches à l'intérieur des listes. Donc, à l'intérieur d'une liste, souvent, on va avoir différents éléments. Puis, je vais être capable de savoir est-ce que l'élément se retrouve à l'intérieur de cette liste-là. Fait que je vais pouvoir utiliser le in, hein, le même in qu'on utilise avec le for, là, mais à la place d'être une boucle, ça va être une réponse booléenne, une réponse logique, parce qu'il va faire une recherche à l'intérieur. Fait qu'ici, on peut avoir, là, ici, je vais mettre ça dans un print, fait que je dis, est-ce que 84, c'est dans ma liste 3? Donc, ça va aller chercher dans les contenus de celle-là, est-ce que le 84 existe? Puis je peux voir que c'est vrai. Puis si j'essaye avec une valeur qui n'est pas là, je peux voir que ça me retourne false. Ça ne me dit pas rien de la position, ça ne me dit pas rien de le nombre d'occurrences. Ça fait juste regarder est-ce que cette valeur-là existe à l'intérieur de mes différentes cases de ma liste. Donc, on est capable de rechercher des éléments spécifiques, savoir s'ils existent ou pas. Prochaine chose qu'on est capable de faire avec des listes, ça va être de modifier le nombre d'éléments de la liste. Donc, on a vu qu'on pouvait modifier les contenus des cases, mais on va pouvoir aussi rajouter des nouvelles valeurs à l'intérieur. Donc, le principe ici, c'est que je vais avoir des méthodes. Donc, quand on parle de méthodes, hein, on se souvient, c'est des fonctions spéciales qui sont rattachées à des objets, des variables qui vont être des objets. Mes listes, c'est des objets. Donc, de la liste, je vais être capable d'aller chercher la méthode pour être capable, en fait, d'ajouter quelque chose. Donc, le principe ici, c'est je peux prendre ma liste, utiliser le point, puis être capable d'appeler la méthode append.
Donc, la méthode append va me permettre d'ajouter un nouvel élément à l'intérieur à la fin complètement de la dite liste. Attends, on va la repartir. On va repartir ça dans un autre bloc de code. Là. Comme ça va être plus clean. Fait qu'on va se faire une nouvelle liste. C'était 4. On va l'appeler. On va mettre 1, 2 et 3. On va faire un append. Puis on va l'afficher de nouveau. Fait qu'on peut voir ici que, bon, j'ai créé ma liste. Puis j'ajoute quelque chose. Et on va avoir le print de la liste 4. Donc ici, on voit qu'on a réussi à rajouter un élément à la fin de la liste. En passant, je peux créer des listes vides avec juste 2 crochets carrés avec rien. Donc, la liste est vide. Quand j'exécute ça, la liste est vide initiale. Donc, quand je rajoute quelque chose, ça fait juste rajouter un premier élément. OK? Donc, on est capable d'ajouter des listes vides. Puis, je peux avoir après ça des append. Qui vont venir les rajouter. All right. Autre méthode qu'on peut utiliser avec les listes, ça va être index. Donc, index, c'est un peu comme le in, mais à place de juste me dire est-ce qu'il est dedans ou pas, il va me retourner l'index à laquelle l'information se retrouve. Donc, mettons que je lui demande à quel index se retrouve la valeur 100. Bien, lui, il fait comme le 100, il est là. Je l'ai retrouvé à l'index 0. Donc, s'il y a plusieurs fois l'élément, il va juste trouver le premier. Okay? Donc, il va s'arrêter dès qu'il en a trouvé un. Si j'essaye de faire ça avec une valeur qui n'existe pas, ça me génère une erreur. On a d'autres méthodes intéressantes. Donc, le principe des listes, ça va vraiment être capable d'utiliser les bonnes méthodes puis de comprendre le concept derrière d'éléments ordonnés, d'éléments numérotés qui commencent à 0 puis que je suis capable de travailler avec par la suite. Donc, on va avoir d'autres méthodes comme le insert qui va venir à un index donné ajouter une valeur spéciale. La valeur n'est pas spéciale, c'est juste qu'à un index donné, on vient rajouter la valeur. Fait que ça va me permettre de pousser le stock, puis pas nécessairement l'avoir à la fin. Donc ici, si je fais un print de liste 4, je peux voir que à l'index 1, à l'indice 1, donc après l'indice 0, donc ici, je suis venu insérer un -1. Qu'est-ce qui est arrivé aux valeurs déjà existantes? Bien, ils ont été poussés pour qu'on fasse la place à notre élément. On est capable de trier une liste. Donc, on a une méthode sort. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça trie la liste. Je n'ai pas besoin de rien faire. Puis, après ça, la liste est triée. J'ai le même principe avec le reverse qui va inverser les éléments dans la liste. Donc, on peut voir ici que ça l'a inversé. Puis, j'ai finalement aussi le remove qui me permet d'enlever un item quelconque. OK? Donc, le remove, ça trouve l'élément, puis ça l'enlève. On ne travaille pas ici avec les... Attends, mettons, je vais mettre 100 pour bien comprendre que c'est la valeur qu'on enlève. Donc, j'enlève
cette valeur-là de la liste, puis il me reste le restant. Ici, une autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les indices sont toujours, ils commencent toujours à 0, puis ils vont toujours incrémenter de 1. Même si tu délites quelque chose, tout se tasse pour que les indices soient toujours séquentiels, okay? Pour que la séquence ne soit pas brisée. On va être aussi capable de détruire des éléments à des cases spécifiques avec le mot-clé del, qui est un delete. Donc, lui va être capable de prendre une case précise. Donc, j'ai celle-là ici, j'ai 0, 1, 2. Ben, ça devrait déliter. En fait, on va déliter la case 1 pour voir que ça peut se passer dans le milieu. Puis, je peux voir que ça délite la case du milieu. Fait qu'ici, on a une petite liste des différentes fonctions que j'ai vues. Donc, voici le del. On a aussi des fonctions qui me permettent de trouver automatiquement le minimum et le maximum de notre fonction. Donc, ici, on a le min et le max. Fait qu'ici, je peux faire, mettons, un print min de liste 4 qui me donne la valeur la plus petite. Ça ne me donne pas l'emplacement. Okay? Ça me donne la valeur qui était considérée comme étant la plus petite à l'intérieur. OK, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Parfait. Donc, il faut faire attention. OK. Quand on travaille avec des listes, ça n'a pas les mêmes. Ça n'a pas les mêmes comportements que des variables normales. OK? Donc, les listes, c'est ce qu'on appelle des objets. Puis, ça a un comportement qu'on dit par référence. Fait que, voyons voir le principe de comportement par référence. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va directement dire que la liste 6 prend la liste 5 puis assigne-la à la liste 6. Fait que là, on peut voir ici. Attends, je vais mettre la liste 6 ici. Donc, je peux voir que j'ai les deux fois 1, 2, 3. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne se fera pas par copie, ça va se faire par référence. Qu'est-ce que j'implique par référence? C'est que quand j'ai fait ça, dans la mémoire, il y a juste une liste avec les valeurs. Puis les deux variables pointent sur le même objet, la même donnée. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que si je change quelque chose dans ma liste 5, ben, ça va le changer dans les deux listes. OK, donc il faut faire attention à ça. Quand on fait une assignation d'une liste à une autre, ce n'est pas une copie, c'est ce qu'on va appeler une référence à la liste. Donc, si j'en change une, les deux vont changer. Comment je fais pour ne pas faire ça? On va avoir une méthode qui s'appelle copy. Donc, fais-moi une copie de la liste, puis c'est ça que tu assignes. Donc là, ça ne sera plus par référence, ça va être par copie. Fait que là, quand je fais la modification à la liste 5 est modifiée. La liste 6 n'est pas modifiée parce que c'était une copie.
ce n'était pas une référence. Donc, faire attention à ça quand on travaille avec les listes. C'est des objets, ça a des comportements un petit peu spéciaux. Quand est-ce qu'on veut utiliser des listes? Donc, à chaque fois qu'on va avoir un paquet de données, puis qu'on veut traiter toutes ces données-là. On va voir que ça va être ça qu'on va faire la majorité du temps quand on fait de la gestion de données, là. Donc, j'ai, mettons, la liste des notes des classes, puis je vais être capable de trouver la moyenne. Ben, je vais vouloir parcourir, OK, toutes mes valeurs. Je vais vouloir additionner ça à l'intérieur d'une somme. Puis après ça, je vais vouloir diviser par le nombre d'éléments dans la liste, le nombre d'élèves. OK? Donc, les listes vont habituellement être utilisées pour avoir soit des transformations ou sinon des calculs statistiques qui vont être appliqués sur la liste. Ici aussi, quand on travaille avec des listes, c'est des variables à part entière. Okay? Ça veut dire que tous les mécanismes qu'on a vus avec les listes jusqu'à présent, donc les paramètres d'entrée de fonction, les retours, okay? Tout ça, c'est disponible avec les listes. On n'a pas de problème à utiliser les listes avec quoi que ce soit en Python. Il n'y a pas de restriction dans l'utilisation de listes. Dans ça ici, c'est pour le Write Line, Book 4, ouais, okay, c'est des choses qu'on va voir un petit peu plus en détail quand on va faire de la gestion de fichiers complexes. Autre chose qui va vraiment être intéressante, ça va être le principe de liste bidimensionnelle. Donc, on va aborder ce sujet-là, OK? Puis, on va aller le voir beaucoup plus en détail quand on va travailler avec de la gestion de données pure. Donc, souvent, OK, mettons que j'ai un classeur, hein, un tableur Excel, là, le principe, c'est que je n'ai pas juste une série de données. J'ai des enregistrements, puis j'ai différents champs, puis c'est l'amalgame de ces deux éléments-là qui me fait un paquet de données. En fait, des données en deux dimensions, avec des lignes et des colonnes. Fait qu'on est capable d'utiliser des listes pour être capable de représenter ça. Ça ne sera pas parfait. Okay? On va voir qu'on va avoir des mécanismes puis des librairies spécialisées pour être capable de gérer ça d'une meilleure manière. Mais on va comme voir notre première approche avec les listes bidirectionnelles aujourd'hui. Bidimensionnelles, pardon, de deux dimensions. Donc, le principe, c'est qu'on va vouloir avoir un peu cette représentation-là. Okay, où c'est que j'ai des lignes et j'ai des colonnes. Comment est-ce que je vais faire pour faire cette représentation-là? On va utiliser des listes imbriquées. Donc, on va utiliser une liste, puis à l'intérieur de la liste, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une deuxième liste. Donc, quand je vais vouloir représenter ça, je vais avoir ici, je vais l'écrire. Un exemple ici. Fait que je pourrais avoir ici la ligne 1 qui serait cette information-là. Je vais avoir, là, ici, je le fais au long, là, puis on va voir que je vais le simplifier au fur et à mesure. Fait que le principe, c'est que ce serait un tableau avec à l'intérieur ces informations-là. Fait que là, ici, j'ai une liste. À l'intérieur de la liste, j'ai les trois lignes. Puis, la ligne, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient une liste à son tour qui va avoir les éléments de la colonne. Donc ici, cette représentation-là de données, je l'ai de cette manière-là ici. Là, ici, je l'ai décortiqué pour vous, là, pour avoir trois variables, pour bien voir la séparation entre la création des lignes et l'information des colonnes. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va littéralement aller l'écrire d'un seul coup.
Fait que je vais avoir une grosse liste. Puis dans la grosse liste, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir chacun des éléments de la colonne. Donc, ces deux versions-là, -là, c'est la même information. Là, OK? C'est juste qu'ici, on l'a fait d'un seul coup. OK? Si je fais le print array, on va voir que ça me donne le même contenu. Là, une fois que j'ai cette structure-là, comment est-ce que je fais pour aller chercher une des cases spécifiques? Hein, parce que là, si je fais le print array, mettons, crochet 1, ce qui va me chercher, c'est la première information de ma mégaliste. OK? Hein, où c'est que ça, c'est la case 0, ça, c'est la case 1, ça, c'est la case 2. Fait que quand je dis va dans mon array, array en passant, c'est le nom anglophone d'un tableau de 2 dimensions. Quand je vais chercher la case 1, ben lui, c'est case 0, case 1. Donc ça, c'est la case 1, je t'envoie ça. Fait que pour aller chercher une de ces informations-là, il va falloir utiliser 2 index. Donc, il va falloir utiliser un premier index pour comme sélectionner la ligne, puis il va falloir sélectionner un deuxième index pour la colonne. Donc, je sélectionne ma ligne 1. Hein? Donc, ça, c'est la ligne 0. Ça, c'est la ligne 1. Puis, à l'intérieur de la ligne 1, je sélectionne la colonne 0. Oups. Je sélectionne la colonne 0 qui va me donner le résultat. Puis à partir de là, je peux utiliser toutes les mêmes mécanismes. Je préfère une modification de tableau, je préfère les autres méthodes, OK, pour travailler avec ça. Fait que on va avoir le principe de liste de 2 dimensions ou liste bidimensionnelle, qu'on peut travailler avec des listes, mais il y a beaucoup de lacunes, OK, qu'on va explorer un petit peu plus tard, puis on va voir qu'il y a des librairies qui me permettent de, une fois qu'on a compris le concept, là, d'être capable de mieux dealer avec ça de manière beaucoup plus facile et conviviale. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui était pour les listes. Et il nous reste à parler des tuples, qui est une version juste un petit peu différente des listes. Donc, le principe, c'est à place, quand je les crée, à place d'utiliser des crochets carrés, je vais utiliser des parenthèses. Donc, le tuple, le délimiteur, à la place d'être les crochets carrés, ça va être les parenthèses. Fait qu'une fois qu'on a ça, on va voir les parenthèses, on est capable d'avoir le tuple. La différence fondamentale avec la liste, c'est que la séquence est immuable. Elle ne peut pas être modifiée. Fait que, autrement, tout le reste, ça marche pareil. Fait que si j'essaie d'utiliser l'indexage, j'utilise quand même les crochets carrés à ce moment-là, puis je vais aller chercher une valeur, ça va aller chercher la case 1, donc ça c'est la case 0, ça c'est la case 1, ça l'affiche la case 1. Si je regarde la taille de cet élément-là, ça me dit qu'il y a 3 éléments dedans. Tout ça, ça va bien. Mais si j'essaie de faire une modification au tuple, ça me dit que c'est non supporté. Donc, un tuple ne peut pas avoir une assignation, ne peut pas avoir une affectation. On ne peut pas utiliser cette affaire-là. Même principe, on ne peut pas non plus ajouter des éléments au tuple. Pardon. Donc, si, oups, il faudrait au moins que j'écrive append correctement. Donc, si j'essaie de faire append, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de méthode append pour le tuple.
parce que je n'ai pas le droit de le modifier. N'importe quoi qui va modifier le tuple ne fonctionnera pas. Donc, tout ce qui travaille avec la recherche, tout ce qui travaille avec trouver quelque chose, tout ce qui travaille avec itérer, ça va fonctionner. Mais tout ce qui travaille avec le changement, la modification, l'ajout ne fonctionnera pas. Fait que là, le principe, donc on n'a pas aucune de ces méthodes-là. Pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser des tuples? Parce que ça semble juste plus restrictif. Donc, ça va être majoritairement pour des raisons d'efficacité. Donc, avec le fait que les listes sont mutables, avec le fait que les listes, on peut les modifier, on peut en ajouter, quand je vais commencer à faire des programmes qui utilisent des très longues listes, on parle de centaines, voire des millions d'éléments, il va y avoir une dégradation de performance. Donc, quand lui, il va gérer les listes, il faudrait qu'il check à chaque fois il y en a combien, c'est quoi la taille, est-ce qu'il y a eu des ajouts, est-ce qu'il y a des retraits. Ça fait en sorte que c'est très, très, très lent comparé au tuple. Donc, quand on travaille avec des données qui n'ont pas besoin d'être modifiées, on va toujours préconiser l'utilisation de tuples pour être capable de favoriser l'efficacité. Ça va être beaucoup plus rapide. On parle d'un niveau de 10 à 20 fois par rapport à l'utilisation des listes. Donc, les tuples vont être là pour s'assurer, puis, mais pas s'assurer, là, mais avoir une version plus rapide que juste les listes. On est capable de faire des conversions, OK, dans le besoin. Donc, on peut convertir une liste en tuple, un tuple en liste avec les fonctions de conversion, OK, list et tuple. Fait qu'on a vu ici notre première structure de données. Donc, on a vu le principe de liste qui me permettait d'avoir des informations ordonnées. Okay, donc, avec une numérotation qui commençait à 0, qui s'incrémentait de 1 chaque fois. Ça utilise les différents crochets carrés pour être capable d'aller chercher des indices spécifiques. On a vu ensuite les tuples, qui étaient une autre structure de données ordonnée, mais qui était immuable, celle-ci, pour être capable de travailler plus rapidement avec des sets de données. Donc, on m'a demandé tantôt de prendre ça. Donc, je vais télécharger ça et le déposer directement dans Moodle. Parfait. Donc, ça mettrait fin à la partie magistrale de ce soir. Est-ce qu'il y aurait des questions générales avant avant de fermer en fait l'enregistrement? Oui, j'ai une question. Mm-hmm. Les tuples, ils sont de listes ordonnées. Maintenant, si on est en train de les remplir puis on ne les a pas ordonnés, par exemple, je mets 8, 3, 7, est-ce qu'ils vont s'ordonner automatiquement à l'intérieur? Non. Ici, quand on dit qu'ils sont ordonnés, c'est que l'ordre dans lequel je les place, il garde cet ordre-là. OK, c'est tout. Fait que c'est pas trié. OK. Hein, il y a une différence ici, là. Parfait. Donc, et la deuxième chose, pour les définir, on met ça dans une parenthèse, contrairement aux tuples. Non, les tuples sont en parenthèse, contrairement aux listes qui sont dans un crochet. Exactement. Donc, maintenant, pour déclarer un tuple, c'est avec des parenthèses. Imaginons qu'on veut déclarer un tuple, mais en lisant des nombres dans un fichier. Mm-hmm. On peut le faire? Ben, ici, il va y avoir différentes manières de faire. Oui. Puisque lire dans un fichier, c'est quelque chose de dynamique, qui va prendre plusieurs étapes, il va falloir habituellement faire une liste initiale qui va être capable de s'incrémenter. Puis une fois que tu as la liste, tu vas pouvoir la transformer en tuple par la suite. OK, donc ici, je peux prendre un tuple, puis dire, moi, je veux convertir ça en liste. OK, c'est bon. Puis, on va pouvoir faire l'inverse aussi. Là. D'accord. Puis, à partir de là, je vais pouvoir faire n'importe quelle opération. Puis là, je pourrais retransformer ça en tuple avec tuple parenthèse. C'est bon. All right.
OK, ça passe. Merci beaucoup. All right. Excellent. Fait que, est-ce qu'on a d'autres questions avant qu'on arrête l'enregistrement de ce soir? Oui, Monsieur Hugo. Concernant les listes, la fonction sort, si on a des chaînes de caractères, elles vont être en ordre alphabétique. Exactement. Donc, on va voir quand on... Ben, le principe, c'est qu'ils vont prendre chacune des chaînes, puis il va essayer de prendre le premier caractère avec le premier caractère, le deuxième caractère avec le deuxième caractère, le troisième caractère avec le troisième caractère. Si ce n'est pas des caractères alphabétiques, l'ordre de tri va être un petit peu spécial. On va le voir, en fait, la semaine prochaine, quand on va regarder plus en détail les chaînes de caractères. On a un mélange de chaînes de caractères et de... comme string. Des chiffres, mettons, là. Ben, OK, si on fait le sort en différents types, là, ici, l'implémentation n'est pas définie. Fait que ça peut être n'importe quoi, là, puis ça va être Python qui décide. Ah, OK. C'est comme random. Exact. Ben, c'est pas random, là, c'est juste que ça va être une manière, mais que nous, on ne peut pas savoir d'avance. Ah, OK. Donc, la fonction, ça ne va pas fonctionner. Sort. Ça va fonctionner. C'est juste que le résultat, tu peux pas le savoir d'avance. Ça va toujours être le même, mais c'est comme lui qui va décider, c'est dans l'implémentation, dans quel ordre il le fait. Mais le principe, c'est qu'on ne veut pas faire un sort quand on a différents types de données. Habituellement, ça ne mène pas vers du bon temps. OK, c'est bon, parfait. Merci. Super. Donc, avec ça, on va arrêter notre enregistrement pour ce soir.